Donc maintenant, on va se pencher sur les aspects socio-économiques. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de la perception des ITT par les industriels et les distributeurs. Et ensuite, il y aura une deuxième partie, la perception des consommateurs, qui sera faite par ma collègue Mariem. Donc dans le projet qui nous réunit aujourd'hui, il y a eu le développement de nouveaux outils pour maîtriser la conservation des produits frais et surgelés. Et quand ce projet a été monté, on s'est rendu compte que ça posait différentes questions, notamment comment les ITT sont perçus par les acteurs de la chaîne du froid et quelles sont les attentes de ces acteurs vis-à-vis de ces outils. Donc pour répondre à ces questions, une série d'enquêtes a été réalisée auprès des différents acteurs, les industriels dans un premier temps, les distributeurs et les consommateurs. Ces enquêtes ont eu lieu sous forme d'entretiens, donc soit par téléphone, soit des entretiens physiques en vis-à-vis avec les personnes. Une trame commune a été utilisée donc dans les différents pays où les enquêtes ont été réalisées. C'est les mêmes questionnaires qui ont été utilisés par tous les partenaires. Donc ce questionnaire se décomposait en différentes parties. Dans la première partie, il s'agissait de voir l'attitude de la personne interrogée face aux ITT. Ensuite, on s'est intéressé aux bénéfices perçus des ITT, les risques et les limites qui sont liés à ces outils. On s'est aussi questionné sur s'il y avait des besoins spécifiques avant de passer à l'implémentation et à l'utilisation de ces outils. Et dans une dernière partie, on voyait s'il y avait des besoins de développement technologique supplémentaires avant la généralisation de l'utilisation des ITT. Donc, différents professionnels ont été interrogés d'une façon qui s'est voulue représentative de toute l'Europe. Donc, pour cela, on s'est basé sur les différents pays participants au projet. Et l'enquête s'est focalisée donc à la fois sur des pays du nord de l'Europe et des pays du sud de l'Europe. Donc pour les pays du nord, on a eu des réponses de la Finlande et de l'Allemagne. Et pour les pays du sud, de la France et de la Grèce. Au niveau des enquêtes, donc on a eu 24 participants industriels et distributeurs. Donc 7 distributeurs ont bien voulu nous répondre et 17 industriels nous ont répondu également. Pour les industriels qui ont répondu à l'enquête, ils étaient de différents secteurs d'activité. Il y avait des personnes du secteur viande, du secteur poisson et du secteur de la pâtisserie. 62% des personnes connaissaient déjà les ITT. Plus spécifiquement, en France, 5 industriels ont été interrogés, donc des 3 secteurs cités précédemment, et 2 personnes sur 5 connaissaient les ITT. Donc dans le tableau que vous pouvez voir que je vais survoler, c'est le descriptif des industriels qui ont participé à cette enquête. Donc il y a différentes entreprises qui ont des caractéristiques différentes. Au niveau des résultats de l'enquête, tous les résultats ont été combinés donc en fonction des pays. Donc vous pouvez voir les résultats des pays chauds, la Grèce, la France, des pays froids, l'Allemagne, la Finlande. Pour ce qui est des bénéfices, ce qui revenait souvent, c'est que les ITT permettaient de contrôler la chaîne du froid. Également, ce qui ressort souvent, c'est que ces outils peuvent permettre de détecter si on a un problème de rupture dans la chaîne du froid. Donc, c'est considéré comme un bénéfice important pour les industriels. Il y a aussi le côté marketing. Ça donne une information supplémentaire qui peut être perçue comme un plus par les clients. Ensuite, suivant les pays, d'autres idées ont émergé, notamment en Grèce, où on a mis en avant que les ITT apportaient une information supplémentaire qui était utile aux consommateurs, que ces outils pouvaient permettre d'augmenter la durée de vie des produits. En Allemagne, ce qui a été mis en avant principalement, c'était que les ITT pouvaient aussi avoir un rôle au cours de la détermination des DLC,
qu'il pouvait y avoir une réduction des déchets suite à l'utilisation des ITT, puisqu'ils facilitent la gestion des produits. Et que ces outils pouvaient aussi avoir un rôle pédagogique pour le consommateur en le sensibilisant aux fluctuations possibles de température, aussi bien au cours de la chaîne du froid que dans la partie domestique, transport jusqu'à la maison et le réfrigérateur. Dans un deuxième temps, donc au niveau des réticences qui ont été mises en avant par les industriels face à l'utilisation des ITT, ce qui revient fréquemment, c'est que l'historique de temps-température n'est pas enregistré. Donc le principe de l'ITT est basé sur cette accumulation, cet historique temps-température pour permettre le virage de l'indicateur. Mais on n'a pas d'informations quantitatives. On ne peut pas retourner en arrière pour savoir ce qui s'est posé. On a l'information sur le cumul à un instant T. Ensuite, il y a aussi la confusion avec la DLC qui freine un peu les industriels. Ils se demandent si les consommateurs ne vont pas être effrayés par cette information supplémentaire, ne pas savoir quoi faire s'il y a des informations contradictoires entre la DLC et l'indicateur. Donc des indications pour la lecture qui en sera faite par le consommateur. Qu'est-ce que le consommateur va faire techniquement si la DLC est encore bonne et que l'indicateur vire au rouge, ou le cas contraire, si la DLC est dépassée et que l'indicateur est toujours vert. Donc c'est les principales réticences qui ont été proposées par les industriels. Et il y a aussi la notion de surcoût qui revient aussi bien dans les pays du Nord, en Finlande, que dans les pays du Sud, en Grèce, où les industriels sont inquiets. Ils se disent si on appose cet outil, il y aura un coût supplémentaire sur notre produit. Qu'est-ce qu'on fait de ce surcoût? Est-ce qu'on le soumet au consommateur? Est-ce qu'il est pour nous? Est-ce qu'il est pour le distributeur? Oui. Alors, les coûts, quelques centimes. 10 et 50 centimes. Après, ça dépend du volume commandé en quelque sorte, parce que ils ont des frais fixes et forcément, si on commande une centaine d'outils, c'est pas la même chose que si on en commande plusieurs. Mais c'est possible de descendre aussi bas que 10 centimes. Et on va voir après des indications sur les dispositions des consommateurs à payer pour avoir ce type d'outil à poser sur leur produit. Ça vous semble raisonnable, 10 centimes? Non? Pardon? Ça vous semble déraisonnable? Le prix? Oui. Oh, je ne me prononce pas là-dessus, parce que, du point de vue des industriels, selon qu'il va commercialiser, je sais pas, un gigot ou un yaourt, déjà, c'est pas la même chose. Et bon, vous connaissez la cascade de la répercussion des prix. Les consommateurs, ils s'en foutent, ils s'empoisonnent pas. Il va vous dire, mais je ne peux pas payer, je ne m'empoisonne pas. Ils ne se rendent pas compte. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc nous avons également demandé aux industriels ce qu'ils pensaient qu'il fallait mettre en place pour faciliter l'implémentation des indicateurs temps-température. Donc il y a plusieurs catégories de moyens d'action qui ont été mis en évidence. Donc au niveau de la technologie, pour les industriels, il est important de pouvoir localiser l'endroit et le moment précis de la rupture. Donc, ce qui permettrait d'améliorer pour le futur la chaîne du froid en sachant où ça peut coincer. Surtout. Au niveau technologie, il y a aussi donc, la mise en place d'un paramétrage qui soit bien précis pour éviter le gaspillage. Au niveau du point de vue des consommateurs, selon les industriels, donc il faudrait éduquer les consommateurs à l'utilisation des ITT, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, quoi faire en cas de message divergent, notamment avec la DLC. Il faut également évaluer leurs dispositions à payer pour savoir qui va prendre en charge ce fameux surcoût, même de quelques centimes.
Donc il faut des ITT qui soient facilement lisibles pour que le consommateur puisse comprendre le message sans problème. Et il y a aussi le besoin de réaliser des études pilotes sur l'acceptation consommateur des ITT. Au point de vue de la législation, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y aurait besoin de préciser la législation sur les ITT. Donc un industriel a répondu que si la législation impose l'utilisation de ces outils, les distributeurs seraient dans l'obligation de s'adapter. Donc si les distributeurs demandent l'utilisation des ITT, dans ce cas, nous, industriels, nous sauterons le pas. Donc au point de vue de la normalisation, donc, il y a besoin d'évaluer la fiabilité des performances des ITT selon un référentiel normalisé. Donc on en a parlé avec la norme E1800. Et au point de vue donc, du marché, les distributeurs et associations de consommateurs devraient être à l'origine de la demande de mise en place des ITT selon les industriels. L'utilisation des ITT, donc selon certains industriels, ne se fera que si les autres industriels le font aussi, donc je me retrouve face au mur, je vais l'utiliser moi aussi. Donc il y a besoin d'un consensus entre les différents acteurs de la chaîne du froid pour définir tout ce qui peut coincer, donc les responsabilités, qui prend en charge les surcoûts. Vous voulez peut-être réagir sur ces aspects-là avant d'aller plus loin, sur notamment les représentants des industriels d'une fédération? En fait, nous on a l'un de nos partenaires de la profession qui propose déjà sur des genres de plastique qui peuvent être mis sur les sacs solubles en argent de produits solubles. Donc des plastiques qui réagissent en fonction de la température et qui virent d'une couleur classique au rouge. Donc les professionnels ne les utilisent pas, puisque d'une part c'est 25 à 30 centimes pièce. Donc un surcoût très très important chez le produit. Et d'autre part, par rapport à ce qu'on montre, c'est l'appréciation du résultat par le consommateur. C'est-à-dire que le consommateur, les artisans ont peur que dès que le consommateur voit que la pastille commence à virer, à changer de couleur, même si la DLC est bonne, le produit sera jeté. Alors quand on parle de lutte anti-gaspillage au début, au contraire, ça risquerait de favoriser le gaspillage non-justifié. Ça, justement, est-ce que ça ne peut pas être optimisé en variant sur la concentration du réactif pour justement, on ne soit pas dans la verre de ce c'est possible de jouer là-dessus, mais là, en fait, c'est aussi des choses qui sont remontées dans les enquêtes. En fait, là, on touche du doigt un problème de perception du consommateur. C'est-à-dire que si c'est moi qui évalue la nuance de vert ou la nuance de rouge, ça ne va pas être exactement la même chose si c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Et donc moi je vais le voir un peu plus proche du vert et peut-être que la personne à côté de moi va le voir déjà beaucoup plus proche du rouge. Et donc là c'est vraiment une appréciation personnelle, il faut s'habituer à utiliser ces outils pour ensuite pouvoir... Et alors il y avait certains industriels qui ont dit bon bah moi je ne veux pas cet effet de dégradé, je veux quelque chose d'immédiat. Et alors c'est possible de le faire techniquement avec certains outils. Le problème là ça va être les consommateurs, parce qu'imaginez-vous un outil qui va au niveau de la distribution présenter une couleur encore tout à fait acceptable, mais qui a déjà subi quelques ruptures de chaîne du froid quand même, qui pour l'instant ne sont pas critiques. Imaginez-vous qu'il soit laissé sur dans le coffre d'une voiture à 30 degrés, etc., qui va avoir du coup cumulé trop de ruptures de chaîne du froid. Le consommateur le ramène chez lui, le place dans son frigo qui est à 13 degrés, ce qui peut arriver. Au bout de quelques heures, le consommateur va trouver que le produit va changer de couleur. Et là, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Et le problème, c'est que les distributeurs vont dire « moi, je ne prends pas la responsabilité ». Le consommateur ne va jamais remettre en cause ni son frigo, ni son coffre de voiture à 30 degrés. Ça va être l'industriel qui va payer. Et là, les industriels, forcément, ne sont pas d'accord.
Et là, c'est un vrai verrou sur lequel on bute en fait depuis plusieurs années parce que on ne sait pas comment est-ce que les différents acteurs vont réagir face aux différentes possibilités de changement de couleur. C'est souvent là les grosses ruptures, elles se produisent à ce moment-là au moment d'achat. Tout à fait. C'est grave, c'est logique. Il y a une marque américaine qui vient de mettre sur une brique de lait, enfin genre Tetra ou Silcory Block, un logo qui change de couleur uniquement par rapport au lait qui est sorti du frigidaire. C'est-à-dire C'est-à-dire que si vous laissez votre lait sorti du frigidaire pendant une demi-heure, ça vire au bleu foncé, donc il est temps de le remettre dans le frigidaire. Ah d'accord. Ah ouais, ça de le jeter. De faire bouillir. Pourquoi pas? Mais voilà, moi... Il y a plein d'exemples comme ça, mais bon, ça reste que des épiphénomènes et ça fait du buzz, mais ça va pas plus loin. Après, le souci aussi, c'est qu'on n'a pas laissé la chance aux consommateurs d'utiliser ces outils. Parce que là, si, parce que Monoprix a quand même pas mal utilisé. Donc ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi Monoprix a abandonné. Ils sont très réticents à donner... Ils ne livrent aucune information là-dessus. Ouais. Et alors qu'ils l'ont utilisé pendant 2-3 ans, donc ils ont un recul quand même suffisant pour le faire. Et moi, ce que je souhaiterais savoir, c'est quel est le financement de ce projet européen et en fait pourquoi il est revenu sur le devant de la scène. Alors le financement, c'est un financement européen, c'est la Commission qui... alors le budget total est un peu... c'est un montage financier qui est assez complexe. On doit être aux alentours de 1,5 million. Oui, donc... C'est un budget classique pour ce type de projet. Après, pourquoi il est revenu sur le devant de la scène? Je vous ai dit parce qu'on n'avait pas ces éléments-là sur la perception des industriels, la perception des distributeurs. Ça a été très difficile de l'obtenir. Sabine vous a dit qu'on en a eu 7, c'est très très bien parce que d'habitude ils ne se prononcent pas là-dessus. La appréciation des consommateurs aussi, c'était quelque chose qui était assez intéressant. Et puis, comme il a fallu... Les opérateurs, ils ont ces informations-là. Voilà, pour ne pas les nommer, enfin tous ceux qui interviennent dans cette chaîne, ils ont les informations. Donc, bien sûr, mais ces informations ne sont pas rendues disponibles de manière publique à l'ensemble de la filière. Et peut-être que avec ces actions-là, on contribue, on apporte une petite pierre à l'édifice pour faire en sorte que ça évolue. Après, peut-être aussi que les résultats du projet vont être de dire, bon, peut-être qu'on n'est pas prêt à utiliser ces outils, pas encore, qu'est-ce qu'il faut faire pour les utiliser, quels autres outils faut-il envisager, peut-être, je n'en sais rien, mais en fait, voilà un petit peu la philosophie du projet. Il y a quelque chose qui faut souligner, c'est qu'on a vu c'est un projet européen, un consortium, donc il y a des pays du Nord, plutôt, on sait bien que globalement la chaîne du froid est bien respectée, mais il y a aussi des pays plus simples dans ce consortium et en Europe, et pour lequel ce genre d'outil pourrait être beaucoup plus pertinent que pour nous. Globalement, c'est vérifier ce qu'on sait déjà. Par d'autres pays, ça peut peut-être apporter un vrai plus. Voilà, donc il faut voir ça aussi, non pas avec notre lorgnette française, mais avec du recul au niveau européen. On va laisser Sabine toujours sur la partie distributeur. Voilà. Donc au niveau des distributeurs, la répartition géographique, c'est les mêmes pays que pour l'enquête auprès des industriels. Donc 70% des distributeurs interrogés, donc dans tout pays confondu, connaissent les ITT. Donc il y a un distributeur finlandais et un distributeur allemand qui ne connaissaient pas cette solution. En France, donc nous avons interrogé 2 distributeurs et qui connaissaient tous les 2 les ITT. Et on peut savoir qui étaient les distributeurs? C'est le distributeur 1 et le distributeur 2. Non. On est tenu au secret, désolé. De confidentialité. Comme je vous dis, ça n'a pas été évident de recueillir leur... C'est un travail de longue haleine de déjà réussir à avoir les personnes. Et les personnes interrogées tenaient vraiment à la confidentialité. Donc au niveau des bénéfices, donc le même genre de tableau que précédemment. Donc en Grèce, ce qui a été mis en avant en bénéfice, c'est surtout l'amélioration de la chaîne du froid, ce qui se retrouve un petit peu dans tous les pays, avec le contrôle de la chaîne du froid qui sera facilité par l'utilisation des ITT.
On voit aussi en Grèce la notion d'outil marketing qui revient, qui avait été également soulignée par les industriels, et aussi le fait de pouvoir détecter s'il y a un problème dans la chaîne. En France, on retrouve la même idée par la meilleure gestion des étapes critiques de la chaîne du froid. Donc notamment avaient été citées les périodes de fête de fin d'année qu'on vient de passer, où les magasins sont pleins d'aliments, où les palettes peuvent parfois rester à température un petit peu plus longtemps parce qu'il y a plus de produits à mettre en rayon. Au niveau de l'Allemagne. Je serais listé les périodes de fête de fin d'année, certes, mais l'été aussi. L'été aussi, oui. C'était pour en citer qu'une, mais bon. Donc au niveau de l'Allemagne, donc les personnes interrogées ont aussi souligné que les ITT pouvaient servir au suivi interne de la température, donc servir à un autocontrôle par le distributeur. Et pour les Finlandais, donc les ITT apportent une image du distributeur qui est valorisée par l'idée de transparence. Je respecte la chaîne du froid et je le montre à mes clients. Pour ce qui est des réticences, donc revient encore dans tous les pays le surcoût, qui va le prendre en charge. Il y a aussi la confusion des couleurs utilisées, donc c'est dans le cas d'ITT qui vire progressivement pour les couleurs intermédiaires. Est-ce que c'est encore bon? Est-ce qu'on n'est pas bon? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a l'idée aussi de l'historique temps-température qui n'est pas enregistré dans l'ITT. On a l'information au temps T, mais pas de ce qui s'est passé avant. Et revient en France et en Finlande aussi les idées de confusion pour le consommateur avec la DLC. Donc ça apporte une information supplémentaire. Est-ce que les consommateurs seront capables de faire la différence entre la DLC et l'ITT? Pour faciliter l'implémentation, donc selon les distributeurs, du point de vue de la technologie, encore une fois, il faudrait pouvoir localiser l'endroit et le moment de la rupture. Il faut aussi, selon les distributeurs, préciser quel est l'utilisateur final des ITT. Est-ce que ça s'adresse plutôt à une utilisation entre professionnels, entre industriels et distributeurs, ou est-ce qu'il faut aller jusqu'au consommateur? Revient la question du paramétrage des ITT, donc qui doit être efficace et fiable pour tous les produits. Et donc les ITT qui sont activés par rayon UV ont été jugés trop onéreux pour les distributeurs. Au niveau du point de vue consommateur, selon les distributeurs, donc il y aura un travail d'éducation pour expliquer le message, quoi faire avec l'information des ITT, et bien sûr évaluer leur disposition à payer le fameux surcoût. Au niveau du point de la normalisation, donc il faut une standardisation des différentes solutions d'ITT, car si on propose aux consommateurs, suivant les produits, différents types d'ITT, ça multiplie l'information, ça va augmenter leur confusion. D'où l'idée d'harmoniser les différents ITT. Et au point de vue du marché, revient encore le consensus nécessaire entre les différents acteurs de la chaîne du froid pour établir qui est responsable en cas de rupture, à quel moment. Et selon les distributeurs, il faudrait équiper tous les produits frais en même temps. Sinon, les consommateurs se poseraient la question pourquoi tel produit, sur tel produit j'ai un ITT et que sur le produit d'à côté du concurrent ou même un autre produit, je n'ai pas d'ITT. Vous voulez peut-être réagir sur ces remontées d'informations Moi, je me pose une question par rapport au ministère. Est-ce qu'il y a une réflexion pour justement voir à l'utilisation des ITT qui pourraient être favorisés par le développement du commerce alimentaire? C'est pas la plus. Pas vraiment, hein. On en parle aussi, mais c'est. On va continuer à faire des contrôles de cette température avec des températures à 40 degrés, donc ça
il y aura un procès de cette manière. Hein, donc, ça peut être effectivement pour nous la multiplication des décisions. Ça peut être c'est sûr, classique. C'est un peu plus fort parce que de ce côté-là de la salle, il y a la soufflerie, de la clim, en disant ça très bien. Après, c'est pas encore un autre. D'accord, donc c'est pas encore alors. D'autres questions peut-être du côté des fédérations? Non? Moi, je voudrais rajouter par rapport à la remarque, équiper tous les produits en même temps, là on tomberait d'un dispositif de volontariat à un dispositif d'obligation. Donc, Oui. C'est au niveau d'une fédération. C'est leur souhait. Hein. C'est les souhaits des distributeurs. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu... C'est sans prise de position, retransmettre leur position. Donc, vous dites que c'est dangereux de... Et pourquoi? Parce que, bon, si j'ai bien compris, il y en a qui représentent la charcuterie. Bon, admettons que toutes les marques en France de jambon sous emballage décident de mettre en même temps. C'est quoi le problème? est-ce que tout le monde Le problème, c'est le moment où tout le monde a décidé de faire un... Oui, mais bon, au sein d'une fédération, vous discutez quand même la pas du tout. Non. Si, mais on voit déjà rien sur de l'étiquetage de l'origine, on a déjà du mal. Ah oui, non, mais que ce soit pas simple. Sur un élément peut le comprendre. Très plus cher. Mais intellectuellement, est-ce que c'est... Voilà. Je dirais malheureusement, j'ai relayé l'invitation à mes entreprises et je déplore, ou je constate dans mon monde autour de la table. Voilà, c'est ça. C'est lié, si c'est en distribution, s'il y a un surcoût, il y a des négociations qui sont annuelles, donc après... Oui, mais partons du principe que, bon, bah, vous mettez tous autour d'une table, quoi. C'est effectivement, il y a le distributeur, la répartition des coûts, mais effectivement, si on prend une chaîne de produits, est-ce qu'on peut intellectuellement penser que toutes les marques appartenant au segment de produits concernés peuvent se mettre autour d'une table pour discuter? C'est ça que... Bah, ils l'ont dit un petit peu, hein, les industriels, ils l'ont dit que si les autres y allaient, ils allaient se sentir obligés de toute façon d'y aller. Donc voilà.